Ok, bon bah on se dit à 15h07, on arrive, on revient et on reprend à 15h10.
Du coup, on va reprendre bientôt. Du coup, modernité maintenant. Pourquoi j'emploie le terme modernité? Tout simplement parce que l'agilité, c'est quand même un courant qui est encore en train de s'implanter dans les entreprises. Donc même là où c'est implanté, bah, c'est pas forcément respecté. Il y a encore des anciennes méthodes qui sont voilà, qui se mélangent un petit peu. Et notamment pour les grands groupes, ils sont en cours de transformation des organisations, des process, etc. Ils sentent bien que c'est important de changer leur mode de fonctionnement, tout simplement parce qu'il y a des petits groupes, c'est un peu la startup nation voilà, qui essaie de disrupter un petit peu tous les systèmes. Et même s'ils ont les moyens, mais ils n'ont pas forcément envie de se faire doubler, de perdre des parts de marché. Et du coup, ils ont bien compris que l'idée, c'est de se moderniser. Euh, donc comment ça marche? Bah déjà, ça doit vraiment venir de tout le monde en fait. C'est vraiment un effort collectif. Ce que j'aime à dire, c'est que l'agilité en fait, elle est beaucoup utilisée pour la gestion de projet en fait dans le milieu informatique, mais elle s'arrête pas là en fait. Elle peut être utilisée dans beaucoup de situations. Euh, et l'idée, c'est vraiment de partir du principe de l'agilité et pour chaque problématique, de se dire en fait quelle est la bonne méthode qui doit être implémentée. Et ensuite, bah, vraiment garder en tête les principes de base d'amélioration continue, etc. Euh, du coup, chaque service doit embrasser ce changement. Du coup, il y a généralement une réorganisation, les services marketing qui deviennent plus des rôles et qui sont diffus dans différents postes. Euh, les commerciaux, s'il y a des équipes commerciales, bah, l'idée c'est d'utiliser des outils comme Trello, comme Jira, etc. Enfin, des outils qui permettent de faire de la suivi long-termiste, mais surtout qui permettent de faire de la gestion on dit entre guillemets de la gestion de flux en fait. On ne peut pas se permettre de faire des itérations, de sprint, en fait, ça n'a strictement aucun sens, comme les services financiers, etc. On ne peut pas se dire, en fait, en tant que commercial, qu'est-ce que je vais faire pendant les 2 prochaines semaines? Ben, de la prospection, de la relance client, de la suivi de comptes, etc. Il n'y a pas vraiment d'objectif. Par contre, on peut très bien imaginer du coup un système de commande avec un to-do, doing, done, en fait, des colonnes d'un workflow, d'un cadre de travail. Euh, et de se mettre des objectifs d'amélioration, de dire en fait toutes les 2 semaines, bah, voilà, j'ai fait tant de prospection, j'ai fait tant de signatures contrat, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et ensuite bah, faire en sorte que ce flux qui est un peu infini et continu, bah, s'améliore en fait et tende vers des objectifs et personnels et de groupe qui sont de plus importants, de plus en plus importants. L'idée, c'est que c'est aussi un accompagnement de tout le monde, en fait. Déjà, il faut être convaincu de l'utilité. Et ensuite, bah, euh, ouais, c'est vraiment un effort collectif. S'il y a moindre service, moindre équipe, moindre personne qui sort un petit peu de ce cadre, qui essaye de faire des actions un petit peu en solo, l'idée, c'est d'essayer de recadrer. Enfin, il y a vraiment ce côté. Le Scrum, c'est vraiment un framework, donc c'est vraiment un cadre de travail. Et du coup, si on en sort,
soit c'est souhaité, mais du coup, il y a une discussion au préalable, soit c'est pas souhaité, du coup, l'idée, c'est de remettre un petit peu dans le droit chemin des comportements un petit peu, voilà, qui partaient d'une bonne intention, mais qui, d'un point de vue équipe ou groupe, sont pas forcément dans les objectifs, enfin, dans les valeurs qui sont fixées. Forcément, qui dit nouveau système dit qu'il y a forcément des avantages et des inconvénients. De manière intrinsèque, l'agilité encourage en fait un peu ce système de preference, de ce qui va bien et pas bien. Et du coup, forcément, bah, il est lui-même analysé pour se rendre compte de ce qui va bien et ce qui va pas bien. Un petit côté un peu récursif du système qui fait que bah, l'agilité, il y a forcément des avantages. Voilà, de faire des sprints, des itérations très courtes, ça permet, comme je vous le disais, de se rendre compte plus rapidement de si on part dans la bonne direction, de s'adapter s'il y a des nouveaux clients qui rentrent, des nouvelles lois, etc. Une pandémie, c'est le genre de trucs qui peuvent arriver apparemment dans le monde. Bah, l'idée, c'est que si vous avez des cycles assez courts, bah, vous pouvez vous dire, bah, OK, maintenant il y a un couvre-feu. L'idée, c'est que on a un système qui répond très bien, mais pour le couvre-feu, il y a un petit peu des problématiques. Ben, le sprint d'après, on va prendre ça en considération et on va éviter d'attendre 2, 3 mois que ça pose problème. Et il y a forcément des désavantages. C'est que qui dit cadre dit forcément moins de place à des le terme déviant, c'est un petit peu négatif, mais voilà, des responsabilisations personnelles de dire en fait euh, PDK dit beaucoup moins de tentatives de groupe pour essayer de changer. En fait, à force de faire des itérations, on rentre vraiment dans un système où bah, on a un objectif, on développe, on vérifie, etc. Et il y a des choses qu'on tente beaucoup moins, il y a des choses qui s'améliorent, mais c'est quand même enfin, un framework, ça reste quand même un cadre, donc avec ses désavantages. Après, il y en a énormément d'autres, mais je ne vais pas faire la liste exhaustive. Euh, mais bah, du coup, le fait il y a quand même pas mal de réunions, de rituels, en fait, ça peut paraître très très lourd. Donc c'est bien parce que ça permet de s'adapter, de se régler au changement, mais par contre, bah, on a un peu cette sensation de très peu faire évoluer le projet des fois, surtout quand il y a des affinages, quand il y a énormément de discussions. Et du coup, bah, qui dit beaucoup de réunions, dit parfois beaucoup de fatigue, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de débats, etc. L'être humain est compliqué, donc faire un système qui se base sur l'humain, bah, c'est forcément risqué. Mais en tout cas, c'est une évolution du cycle en V, du système traditionnel, voilà, vraiment un tunnel qui. Les versions précédentes de gestion de projet étaient pas bonnes. On a essayé vraiment de prendre le contre-courant, de se dire, en fait, au lieu de faire un tunnel, on fait plein de petites itérations. Au lieu que chacun ait son rôle, bah, du coup, on essaie de dissiper des rôles entre les personnes. C'est un peu l'extrême inverse. Et bah, du coup, qui dit extrême dit forcément que bah, c'est toujours pas la bonne solution. Et c'est pour ça que bah, le Scrum Guide n'hésite pas à se renouveler. Donc, il y a une nouvelle version cette année euh, où, euh, où les règles de Scrum voilà, sont un peu plus affinées. On parle un peu plus de risques, un petit peu plus de collaboration, un petit peu plus d'entraide. On essaie de réduire un petit peu les réunions. Enfin voilà, travailler sur les sujets qui sont un petit peu les points noirs de Scrum. Alors ensuite, je vais vous présenter.
Donc là, je vais vous présenter un atelier de manière théorique, la rétrospective, et ensuite je vous présenterai la gestion d'un backlog sur comment prioriser, etc. Quels sont les éléments, donc avec les user stories, quelles sont les caractéristiques d'une user story. Voilà, de manière encore un petit peu théorique. Donc, je sais que Eric m'avait dit que vous aviez des projets et certains aimeraient bien commencer un peu à voilà, mener vos projets un peu avec des méthodes un peu agiles. Du coup, bah, je vais vous donner un petit peu les bases théoriques. Et la semaine prochaine, bah, on fera vraiment des ateliers où on aura certaines personnes qui seront product owners, d'autres développeurs. Donc, on ne fera pas du tout de code, mais l'idée, ça sera voilà, de faire un peu ces rituels-là, de voir comment gérer des modifications de roadmap, comment écrire des user stories, comment faire des poker planning, des planifs. On ne fera pas d'affinage parce que ça a peu de sens. Mais voilà, je voulais vraiment faire le focus d'abord en théorie sur la rétrospective, qui est pour moi l'un des piliers parce que ça permet de respecter cette logique d'amélioration continue. Ensuite, je vous montrerai un backlog, un peu de backlog avec les user stories sur quels sont vraiment les critères clés qui font qu'on définit quelque chose qui soit exploitable par l'équipe de développement. Du coup, on reprend vraiment le manifeste agile de base. Enfin, c'est comme ça que je le faisais moi quand j'étais Scrum Master. L'idée, c'est qu'une rétrospective, généralement, un objectif, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui a un petit peu coincé, qui a bloqué pendant le sprint. Et l'idée, c'est d'avoir l'approche la plus directe et la plus ciblée sur le problème. Du coup, là, par exemple, la rétrospective numéro 1, de manière théorique, on va dire, bah, en fait, il y avait des soucis sur des personnes qui se sont pas entendues, il y a eu des débats qui ont été un petit peu houleux. Et ben, l'idée de la rétrospective, c'est de savoir bah, comment, en tant qu'équipe, on communique ensemble, on s'entraide, etc. Donc, une rétrospective, en fait, généralement, il y a 5 étapes. C'est quelque chose qui est un petit peu lourd en théorie. En pratique, c'est pas forcément 5 étapes, c'est potentiellement 3. La première, c'est de faire une ouverture. On appelle ça un peu un icebreaker, on brise la glace. Bah, c'est de mettre un peu les pieds dans le plat, en fait, c'est de définir qu'est-ce qu'on doit améliorer. Donc là, l'idée, c'est de se dire, j'ai senti que dans l'équipe, il y avait des tensions, des manques de communication, ça nous a retardé, etc. Et c'est dommage parce que ce qui a été important, c'est que les individus discutent, interagissent entre elles. On a eu des débats sur des outils à mettre en place, alors que c'était pas du tout le but. Donc, voilà. L'idée, c'est de mettre un cadre à cette rétrospective et de lancer un peu la discussion, lancer le dialogue, de se dire, bah, pas faire en sorte que tout le monde se regarde en chien de faïence dans son coin, etc. C'est de dire, OK, on a un objectif, on est tous là en tant qu'équipe pour faire changer les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait. La deuxième étape, c'est de requérir des informations en fait, factuellement, des données sur ce manque de communication. Donc là, c'est un atelier qui est un petit peu particulier parce que je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui aiment les jeux de rôle. Mais là, pour le coup, on est clairement dans une rétrospective très ludique qui est de se mettre en fait dans un jeu. Donc ça permet encore plus de casser la glace. Je préconise beaucoup ces ateliers très ludiques quand il y a des rétrospectives sur des sujets un peu sensibles, notamment sur
voilà, sur les conflits humains. Quand on se met dans des rôles, enfin, généralement, le pig or chicken, c'est quelque chose où les gens ne se rendent pas compte qu'on parle d'eux, de leurs problèmes, et ça fonctionne plutôt pas mal. Et par exemple, là, en fait, on va partir d'un principe qu'il y a une personne, je vais lui donner des prénoms, j'espère qu'il y en a pas parmi vous. Euh, il y a Charlotte et lui, par exemple. Charlotte, elle était très impliquée et lui, il était un petit peu en deçà dans ce sprint. Et du coup, ça a créé de la tension. Euh, En fait, le pig or chicken, c'est quoi? C'est de se dire, l'idée, c'est que chaque membre de l'équipe doit être un chicken. Alors, un chicken, c'est un peu bizarre, c'est plutôt une poule. Un poulet ne pond pas d'œufs, hein. Non. Mais en fait, la différence entre un poulet et une poule, c'est que du coup, pour produire quelque chose, une poule, en fait, elle reste vivante. En fait, elle pond des œufs, là où le cochon ou des animaux qui ne produisent pas en fait quelque chose qui est mangeable directement. Bah, si on veut manger, euh, bah, en fait, on pourrait dire poule ou poulet. En fait, un poulet, pour le manger, bah, on est obligé un peu de se sacrifier, en fait, de le tuer. Alors qu'une poule, bah, rien que faire des œufs ou des chèvres pour faire du lait, etc. Bah, la production est pas la même, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu cette différence entre de l'engagement versus de l'implication, dans le sens où bah, tu t'engages à donner le meilleur de toi-même, mais c'est pas, tu mets pas de tes tripes entre guillemets, contrairement à quelque chose où bah, c'est un peu ton projet, tu laisses beaucoup d'afflux nerveux et en fait c'est pas forcément la bonne approche. Et du coup il y a beaucoup de rôles, donc je sais pas si vous allez pouvoir les voir, mais en fait l'idée de ce jeu de rôle c'est qu'on affecte des animaux à des personnes avec des caractéristiques très très caricaturales. Par exemple, le bœuf, ça sera quelqu'un qui aime beaucoup gérer les personnes. Le chat, c'est quelqu'un qui participe très peu. Le chien, c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui est très porté sur l'humain, etc. Et du coup, chaque personne choisit un animal et pendant 5-10 minutes, il y a une mise en situation et chacun doit jouer son rôle. Et en fait, ça fait émerger ensuite, à la fin de ces 10 minutes, il y a des discussions sur, bah, en fait, est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont posé des soucis pendant ces 10 minutes, quand vous avez ressenti ces choses-là? On explique les rôles et ensuite on se rend compte qu'en fait, il y a des comportements de personnes lors des projets qui font le lessigo, c'est un peu. Il y a des comportements en fait qui nuisent au bon fonctionnement de projets. Et l'idée, c'est de se dire, bah, en fait, on peut être un chat, par exemple, pendant un sprint, c'est pas problématique. L'idée, c'est de pas le rester, en fait. Il y a des moments où on est moins bien, on est moins appliqué, il y a clairement pas de souci, mais l'idée, c'est de se dire, bah, en fait, voilà, on t'a senti un petit peu en retrait, voilà, tu étais un chat, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu redeviennes une personne qui soit impliquée, qui se projette vraiment dans le projet. Et ensuite, une fois qu'on fait ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un deuxième tour où chaque personne choisit l'animal qui le correspond le moins en fait. Donc par exemple, une personne qui aime beaucoup, enfin qui fera toujours quelque chose dans un projet, qui est hyperactif, etc. Il n'hésite pas à prendre un chat, ou une personne qui est bienveillante, il n'hésitera pas à devenir un taureau, à devoir un peu donner des ordres. Et ça, le fait de se mettre dans ces rôles-là, on se rend compte que bah, il y a des comportements qui sont différents, qui sont compliqués à vivre. Ça fait émerger du coup beaucoup de discussions. Et à la fin de cet atelier, bah, par exemple, il y a Charlotte et Louise qui vont dire, bah voilà, je t'ai senti beaucoup plus chat et ça me dérangeait, etc. Et il y a beaucoup de discussions qui tournent autour de ça. Une fois qu'on a recueilli des données, bah, l'idée c'est de générer des idées. En fait, les données c'est plus des problèmes, les idées c'est plus des solutions. Bah, se dire, bah, voilà, par exemple, si on sent que t'es pas bien, bah, ne pas hésiter à prendre, à faire du télétravail, à, je sais pas, travailler sur un autre sujet.
c'est de se rendre compte voilà, de la complexité relationnelle entre les personnes et faire en sorte de trouver des solutions à cette complexité relationnelle. Ensuite, on a problème, solution. Bah, l'idée, c'est de choisir des actions concrètes à mettre en place. Bah là, l'atelier, c'est open talk quand même. L'idée, c'est de chacun met un petit peu ses idées sur la table, on proposer des solutions. On peut avoir un totem de parole, par exemple, si ça se disperse trop. Euh, et voilà, décider des actions et forcément une dernière étape qui est très importante, c'est de conclure la rétrospective. Ça, c'est très important. Par exemple, quand il y a des rétrospectives qui sont très usantes émotionnellement, bah, l'idée, c'est de faire une conclusion un petit peu plus positive, de se dire, bah, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fera le sprint prochain, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, etc. Donc, il faut pas hésiter à repartir sur un peu du positif. Donc, voilà un peu les 5 étapes d'une rétrospective. Et du coup, chaque étape a son petit atelier et ils sont plus ou moins enfin, voilà, chaque étape peut avoir tel ou tel atelier sans aucun souci. Du coup, j'ai vu je vous ai montré qu'il y avait des rôles un peu avec les animaux. Et en fait, il y a un outil qui s'appelle Process Communication, qui part du principe que bah, des personnes ont des types de personnalités, qui ont plusieurs types de personnalités. Et du coup, pour communiquer, pour mener à bien un projet, l'idée, c'est de savoir avec qui on travaille. C'est toujours le mieux. Alors l'idée, c'est pas de savoir, bah, tiens, Charlotte, elle a 25 ans, elle a un chat et elle fait du badminton. Non, l'idée, c'est de savoir comment elle travaille bah, pour s'adapter au mieux à elle et au reste de l'équipe pour collaborer ensemble. Et l'idée, c'est que ces types de personnalités, donc il y en a 6, il y en a qui sont plus ou moins compatibles entre elles. Et plus vous êtes nombreux, plus il faut essayer de travailler sur le relationnel avec les personnes que vous êtes le plus à l'aise avec, qui elles seront à l'aise avec d'autres personnes, etc. Et ça permet de faire une cohésion d'équipe facilitée par des types de personnalités. Du coup, il y a des personnes qui sont empathiques, donc qui n'hésitent pas à se mettre à la place des autres, là, qui ont besoin de faire en sorte que l'équipe en elle-même fonctionne bien. Personne travaillomane, qui une obsession, c'est que le projet se termine bien, voilà, qu'on construise quelque chose. Rebelle, rebelle, alors c'est pas vraiment dans le terme rebelle comme on peut l'entendre. Donc on verra plus tard, je me rappelle plus tout exactement, mais du coup il y a un diagramme qui permet de vraiment les catégoriser. Rêveur, c'est une personne qui aime bien travailler de manière isolée, qui aime bien voilà, que ça avance. Persévérant et ensuite promoteur. Et du coup, chaque personne a une proportion de ces types de personnalités-là. Moi, je sais que par exemple, je suis rêveur empathique et bah, je sais que j'ai du mal à travailler avec des personnes qui sont promoteurs, euh, qui sont rebelles. Donc, je sais que bah, j'aurais plus tendance à m'associer, à faire un binôme, à faire du pair programming, à faire de la conception, à faire de l'architecture avec des personnes où le type de personnalité rentre en compte. Donc, on ne sait jamais le type de personnalité des autres personnes, mais on s'en rend un petit peu compte. Euh, Généralement, on s'en rend très compte lors de phases de stress, en fait. C'est un indicateur super important. Ce que vous faites, si vous avez vraiment envie de connaître ça, c'est que vous vous mettez dans une situation de stress. Par exemple, bah, vous avez un rapport à rendre à telle personne, à Eric, par exemple, et du coup, vous dites, bah, en fait, au lieu de le rendre dans 3 semaines, on va se dire, on va le rendre dans 2 jours. Donc, forcément, ça augmente le stress parce que bah, le rapport est loin d'être fait. Et du coup, chacun réagit différemment, et là, ça permet de voir un peu comment il y a de la compatibilité de type de personnalité.
Ça paraît très théorique, sauf qu'en pratique, c'est super important. J'ai travaillé dans des équipes de 4 à 10 personnes. Et c'est des choses qui sont pas forcément formalisées, mais c'est des choses qui sont c'est des concepts, des types de personnalités qui sont en fait beaucoup plus présents qu'on imagine. Alors l'idée, c'est pas de se dire en fait, ah tiens, alors telle personne, ok, elle est empathique, je vais pouvoir discuter avec elle. Non, c'est quelque chose qui se fait naturellement, mais là, ce qui est important, c'est de savoir comment interagir avec les autres. Et du coup, on est tous avec une base, en fait, le principe de process communication, on est avec une base dans ce qu'on est. Et ensuite, au fil de la vie, il y a des étapes qui nous font franchir différentes étapes et on augmente les parts de type de personnalité. Et du coup, on a le fameux graphique. Et en fait, il y a deux axes. Il y a un axe qui permet de savoir si les types de personnalités préfèrent travailler seuls ou en équipe. Et si ils sont plutôt orientés vers la relation, donc plutôt le côté humain, ou vers l'activité, donc le développement. Et du coup, bah, par exemple, moi je sais que je suis rêveur, donc je suis à l'aise quand je suis seul, mais j'aime produire, et je suis devenu empathique, du coup, j'ai un peu cette double casquette, et ça me permet d'avoir un ordre enfin, un champ d'action qui est très important, mais par contre, on voit que, je vous disais, je suis pas à l'aise avec promoteur et rebelle. En fait, la case en bas à droite, j'ai un peu du mal, et c'est des choses qui s'acquièrent avec le temps. Euh, je me permets d'en parler dans l'agilité, tout simplement, parce que c'est l'un des piliers de l'agilité, c'est l'humain, c'est la communication. Et rien de mieux que connaître les personnes avec qui on travaille pour communiquer mieux. Donc l'idée, c'est pas de les stigmatiser, mais c'est vraiment de savoir que dans tel projet, ce sera plus simple de travailler avec telle ou telle personne. Et ensuite, chaque type de personnalité, ils ont des points forts, des moyens de communication privilégiés. Par exemple, les rêveurs, il faut éviter, par exemple, de leur parler. C'est des personnes qui peuvent être assez réservées, donc éviter de leur parler. Ils privilégient des moyens plutôt asynchrones, de messagerie, etc. Ils n'aiment pas trop les mails, par exemple. Ils aiment voilà, un contact humain, mais un peu asynchrone. Ils ont des besoins psychologiques fondamentaux, donc en cas de stress, ils aiment bien s'isoler, du coup, il faut éviter d'aller les voir, etc. Donc, c'est vraiment une palette, c'est un outil un peu social, mais qui répond très fortement aux exigences de l'agilité. Voilà, parce que comme je rappelle, voilà, l'idée c'est de communiquer, c'est de travailler ensemble, c'est de s'améliorer en tant qu'équipe et rien de mieux que pour s'améliorer en tant qu'équipe de connaître le reste de ses collègues. Alors, merci, mais pas encore. Je vais, si je retrouve. Donc là, on est de retour sur Miro. Donc, comme je vous le disais, en fait, il y a énormément de templates. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont défini des use cases différents. Donc, c'est très porté sur la gestion de projet, sur l'idéation, du brainstorming vraiment visuel. C'est quelque chose qui marche beaucoup. Par exemple, dans Scrum, il y a ce qu'on appelle les burn down, burn up, donc les courbes de suivi d'un sprint en fait, qui permettent très facilement de savoir si on est en avance en retard par rapport à l'objectif. Euh, Ensuite, on a le produit backlog. On a d'autres graphiques qui viennent en amont de la création de projet, par exemple le user story map. C'est des ateliers qui se font assez régulièrement dans les startups, notamment. Le visuel marche très bien. C'est aussi pour ça que dans la rétrospective, il y a beaucoup d'ateliers avec des post-it, d'éléments très ludiques. Et du coup, Miro, ils ont accès l'un de leurs use cases sur tous les ateliers un petit peu agiles. Euh,
Et du coup, par exemple, là, c'est un template. Donc, il est un peu complexe, mais ça reste une version simplifiée du produit backlog. Pourquoi complexe? Parce qu'il y a deux équipes, donc il y aura pas forcément deux équipes dans vos projets. Et en fait, un backlog, c'est quoi? C'est une pile, en fait. C'est une pile de post-it où le post-it du haut, il est très, très défini. En fait, c'est les prochains développements. Et plus on descend dans cette pile, plus c'est imprécis, vague. L'idée, c'est de pas créer une documentation, pas commencer à réfléchir de manière très précise sur l'architecture, sur des solutions utilisateurs. Déjà, ça sert à rien, c'est du temps qui est perdu et, euh, et qui est fait. Le produit backlog est vraiment généré par le product owner. Et il y a très peu d'échanges avec la technique, il y a un petit peu avec les parties prenantes, mais c'est pas assez précis. Et du coup, bah, chaque post-it en fait répond à un besoin et il est euh, priorisé en fonction du temps qu'il faudrait allouer, des risques potentiels. Par exemple, si on a une fonctionnalité où on doit changer le système de mot de passe, mais c'est un petit peu risqué parce qu'il faut faire de la rétrocompatibilité, etc. Donc, il y a des critères sur ces tickets-là qui font que ils sont priorisés, ils sont mis plus ou moins haut dans la pile du backlog. Euh, et au fur et à mesure du développement, en fait, la pile de post-it, elle est réagencée. On développe par exemple les 10 premiers tickets. Au final, on se rend compte que le 11e, en fait, il est plus pertinent parce que les 10 premiers, ils ont fait émerger des besoins utilisateurs beaucoup plus importants. Euh, on se rend compte, par exemple, qu'on a fait une première itération sur la visioconférence. Et en fait, on se rend compte que on a des problématiques de fuite mémoire, en fait, de performance. Et du coup, on va dire, au bout de 20 minutes de vidéoconférence, le logiciel plante. Du coup, dans le backlog, on fait en sorte d'optimiser ça, on remonte cette information. Et c'est tout un jeu de priorisation, de dépriorisation, de recueil de besoins des parties prenantes. Par exemple, il y aura la partie finance qui dit moi j'aimerais bien avoir accès aux factures que coûte cet outil SaaS de vidéoconférence. Il y aura telle personne qui dira moi j'aimerais bien rajouter des utilisateurs privilégiés, etc. Et du coup, il y a gestion de besoins utilisateurs. Et du coup, ce produit backlog, tout en haut, c'est vraiment ce qu'on appelle des user stories. Donc, c'est des tâches qui sont très, très petites. Et puis, on descend, du coup, je disais, c'est vague, mais c'est encore plus, plus vague qu'une user story. C'est vraiment une épique, c'est un sujet, en fait. Je veux pouvoir importer, par exemple, je veux de la gestion de calendrier avec en idée de solution, ce sera peut-être d'importer des calendriers d'outils tiers comme Google, etc. Mais voilà, l'idée, c'est on veut une gestion de calendrier, donc c'est très très vague. On ne sait pas trop si on pourra rajouter des événements directement dans l'outil ou si ce sera que de l'import, on ne sait pas. Mais en tout cas, on a une problématique de calendrier qui viendra se greffer à cet outil. On remonte tout en haut du coup du backlog, on a une user story. Du coup, une user story, ça a des règles très 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 strictes pour être rédigé en fait. Pourquoi je dis très très strict, c'est que si on respecte ces règles, ce sera beaucoup plus simple pour les développeurs de le faire. On se prononcera beaucoup moins sur la définition du besoin. Et du coup, elles ont des règles un peu comme les valeurs de Scrum, qui est force. L'idée des user stories du backlog, ils ont aussi un petit nom, c'est une veste. Une veste, du coup, c'est faire en sorte que chaque ticket soit indépendant. Euh, donc indépendance, forcément qu'il y a la dépendance au produit, mais il faut qu'il soit réalisable dès qu'on prend le ticket, il faut que ce soit réalisable en fait. Par exemple, si je veux faire une fonctionnalité pour changer mon mot de passe, mais que j'ai pas d'utilisateur, pas de gestion d'utilisateur, en fait, ça n'a strictement aucun sens que ce soit tout en haut. C'est pas du tout indépendant, ça dépend d'une fonctionnalité de création de compte. Là où si on a une user story de création de compte, on est complètement indépendant. Il faudra juste définir voilà, comment
comment on structure un utilisateur, est-ce qu'on gère déjà les droits, etc. Ça, c'est à affiner, mais en tout cas, elle peut être développée dès le moment où le ticket est tout en haut de la pile. Ensuite, le N de Invest, c'est négociable. C'est négociable. Ça veut dire qu'en fait, le périmètre, il est quand même euh, pas forcément figé, déjà, tout simplement parce que euh, il faut que la user story, ce soit vraiment un problème et pas une solution. Donc, généralement, le problème, il n'est pas forcément négociable, mais les solutions qui seront proposées par l'équipe de développement, elles le seront. Donc, l'équipe de développement doit pouvoir proposer plusieurs solutions. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème et que l'équipe de développement est en fait une simple équipe de production. Et du coup, on perd vraiment la notion d'équipe de collaboration entre le client et l'équipe de développement. Donc, c'est en dehors du scope de l'agilité. Le V, c'est valuable, c'est qu'en fait, ça doit être, il doit y avoir de la valeur qui est créée, de la valeur technique, de la valeur fonctionnelle, de la valeur. Euh, quand je donnais l'exemple de la visioconférence dure 20 minutes, le fait de travailler sur les performances pour qu'elle dure 1 heure, du coup, il y a forcément une valeur et technique et utilisateur, tout simplement, parce que ça soulage, voilà, ça permet de créer des cas d'usage. On peut donner des cours qui durent plus d'1 heure, on n'est pas obligé d'avoir des micro-formats, c'est beaucoup plus souple. Et du coup, cette fonctionnalité, on est capable de se dire, en fait, elle apporte une valeur au projet. Le E, c'est qu'elle doit être évaluable en termes de complexité. En termes de complexité, en termes de temps, en fait, on doit être capable de se dire, alors l'estimation sera forcément fausse, mais de se dire, elle prend plus ou moins 2 jours, tout simplement parce qu'elle est un petit peu complexe, c'est pas forcément très long à développer, mais il y a beaucoup de cas d'usage, etc. Si on est incapable de l'estimer, de se dire, en fait, si je vous demande de refaire Twitter, si je vous demande de refaire Instagram, c'est juste pas estimable en fait parce que c'est trop large, c'est pas assez précis. Et du coup, c'est pas bon parce que si on accepte un ticket comme ça, euh, bah, typiquement, on pourrait travailler des jours et des jours dessus sans que ça se termine et c'est pas le but. Le est, c'est small. La règle généralement, c'est qu'on essaie de découper pour que ça dure pas plus de 2 jours. C'est une règle qui n'est pas forcément explicite dans le Scrum, qui est beaucoup plus un remontée d'expérience que j'ai voilà, au fil des années. Pourquoi? Déjà, tout simplement parce que si ça dure beaucoup plus longtemps, c'est compliqué de s'engager sur quelque chose qui est impactant mais qui est volumineux en fait. C'est-à-dire que c'est pas assez affiné, c'est pas assez précis. Ça laisse beaucoup plus de place à l'interprétation. Donc c'est pour ça que généralement on essaie de découper, sous-découper ou d'enlever des parties. Par exemple, si on doit pouvoir importer des calendriers de services tiers, ça c'est trop gros. Si on doit importer des événements de Google Calendar, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Déjà on peut l'estimer, c'est beaucoup plus petit. Et on peut faire encore plus petit en disant, en fait, on peut importer que des calendriers qui sont publics, par exemple. Comme ça, on ne fait pas de la gestion de droit. Et le T, le dernier T, c'est que ça doit être testable, en fait. Le test, c'est vraiment l'élément qui clôture un ticket, en fait. Si vous avez un ticket avec une estimation, si vous ne pouvez pas le tester, en fait, vous ne pouvez pas savoir à quel moment vous avez vraiment terminé le développement. Donc testable, c'est bon testable d'un point de vue de programmation, hein, mais c'est au moins testable avec un scénario utilisateur humain. Et du coup, qui dit testable dit forcément qu'il y a des critères qui font qu'il y a
on commence à entrevoir des critères de cas d'usage, des cas critiques, des cas des good passes, des bad passes, des cas d'erreur, etc. Ça, c'est des éléments de test qui font que on se dit, bah, en fait, ce ticket il est terminé parce qu'on a fait le cas courant, on a fait des cas d'erreur. Bah, par exemple, on veut importer des calendriers, mais on n'est pas connecté. Ou on a atteint la limite de l'API, ou la limite des imports d'événements, etc. Donc ça, c'est des tests qu'on peut mettre en place. Du coup, c'est très petit, c'est testable, et du coup, on fournit un testable au product owner ou une équipe de test. Du coup, cette équipe-là sait très bien ce qu'elle doit faire pour valider ou non le bon déroulement du développement. Du coup, une fois qu'on a un peu ces critères, ça paraît un petit peu brut, ça paraît un peu compliqué. L'idée, c'est de rédiger des user stories. Euh, une user story, c'est comment? C'est une cible d'utilisateur. C'est un problème et c'est une ouverture vers une solution. Du coup, en tant qu'utilisateur connecté, je peux importer mes événements je peux importer mes événements calendaires afin je sais pas, de mieux gérer mes différents appels de visioconférence. Et du coup, le fait qu'il y ait un utilisateur, une problématique et une ouverture vers une solution, c'est beaucoup plus simple. C'est un début de spécification, mais c'est beaucoup plus simple pour l'équipe de développement pour proposer des solutions. Et c'est vraiment sur les trois critères qu'il faut s'appuyer. Déjà, l'utilisateur, c'est important de pas faire quelque chose de très générique, très ouvert en fait. En tant qu'utilisateur, ça n'a strictement aucun sens. En fait, on sait pas pourquoi on le fait. Alors que si on dit, bah, en tant qu'administrateur, je peux rajouter des membres à mon équipe afin qu'ils aient accès à l'outil de visioconférence. Bah, là, on sent qu'il y a une notion de droit, on a une notion de groupe très très fermé, très précis. Je peux créer des collaborateurs, donc on commence à avoir une solution, mais qui répond à un problème. Et ensuite, on a le pourquoi, c'est afin qu'ils puissent utiliser l'outil. Donc ces éléments-là, ils sont très importants d'être le plus précis possible et ensuite bah, de respecter le côté invest. Ça, c'est des éléments que je vous re-expliquerai la semaine prochaine, tout simplement, parce que bah, je vous fournirai en fait un backlog et je vous demanderai de rédiger des tickets qui seront rajoutés au backlog. On aura voilà, des ateliers où je ferai un peu le client, où certains de vous feront les clients et diront bah, en fait, ouais, j'ai tel besoin, on essaiera de faire vivre un peu ce produit backlog. Et puis ensuite, je pense qu'on essaiera de faire des rétros, etc. Enfin, quelques ateliers comme ça. Mais c'est important de voir, je pense, rétro et création de tickets, tout simplement, parce que ça nous permettra de vraiment comprendre l'essence de l'agilité avec le côté très atomique, très collaboratif et vraiment la gestion de projet moderne, entre guillemets. On peut plutôt dire non traditionnelle, tout simplement, parce que l'agilité est en constante évolution. Et du coup, bah, l'agilité que je vous présente sera plus forcément celle dans 6 mois, un an. Il y a juste les bases qui restent les mêmes, mais voilà. On va essayer de comprendre comment fonctionne de manière pratique un peu la gestion de ce projet-là. Et j'espère que vous vous rendrez compte que euh, le cycle en V est une méthode qui fonctionnait très bien, mais que l'agilité apporte des solutions qui sont plutôt intéressantes pour la gestion de projet. Je pense même que je ferai des groupes qui, eux, seront en cycle en V et du coup, il y aura un comparatif plutôt pratique sur le sujet. Si vous avez des questions.
Du coup, la semaine prochaine, ça sera 3 heures. Ça sera de 14 heures à 17 heures. Donc, il y aura certainement deux pauses et du coup, ça sera vraiment découpé en trois parties. Et voilà, il y aura encore un petit peu de théorie, voilà, pour vous réexpliquer les critères importants enfin, qui permettront de mener à bien les ateliers. Ensuite, il y aura des ateliers un petit peu plus pratiques. Je pense qu'on va les créer, on va faire sur Miro. Donc, je verrai avec Eric qui vous dise un petit peu si vous avez besoin de créer des comptes, etc. Et oui, il y aura un petit peu de la gestion de projet. Parce que je sais qu'il y en a parmi nous qui veulent devenir dev, donc c'est important de voir leurs supports qui seront un petit peu leurs spécifications, leur guide de création de produits. Et il y en a qui veulent faire voilà, de la gestion de projet, donc c'est important, je trouve, pour vous de voir cette méthode qui est pas parfaite, mais qui apporte beaucoup de solutions et qui a l'avantage de vouloir se remettre un peu en question par elle-même. Donc c'est ça qui est important. Et du coup, si vous n'avez pas de questions, bah, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine.